tous et merci d'être venus assister à cet atelier. Je suis très heureux de vous donner quelques éléments sur le programme AirPass de l'OACI et je vais essayer aujourd'hui de souligner quelques points sur le travail que fait l'OACI. Alors permettez-moi d'abord de me présenter. Denis Jovin, je suis Technical Officer au AirPass Programme, ici à l'OACI. Nous sommes aujourd'hui 5 dans ce programme et il est vraisemblable que cette équipe s'agrandisse dans l'avenir avec les dernières résolutions de l'Assemblée. Alors pour ceux qui ne sont pas familiers avec l'acronyme AirPass, je voulais le détailler. Donc AirPass, c'est un acronyme anglophone, mais pour Remotely Piloted Aircraft System. Qu'est-ce que ça veut dire? Remotely parce que dans ce monde des aéronefs sans pilote, il n'y a plus de pilote à bord. C'est la première caractéristique. Piloted parce qu'ici à l'OACI, nous nous intéressons surtout aux aéronefs télépilotés qui sont pilotés depuis le sol. Aircraft parce que, si on regarde la Convention de Chicago et ses annexes, ces machines volantes sont des aéronefs, des avions. Et système parce que nous ne sommes plus dans un concept traditionnel avec un avion volant dans le ciel, seul, avec ses passagers, ses pilotes, etc. Nous sommes ici dans un système qui comprend effectivement l'avion ou l'aéronef qui vole dans le ciel, mais aussi une station au sol, et peut-être le plus important, le lien entre les deux. Donc, essayez s'il y a quelque chose dont vous devez vous rappeler de ma présentation, c'est ce mot AirPass, parce que c'est un vrai mot pour le futur et pour l'avenir. Alors pourquoi? Parce que nous constatons tous une émergence d'une activité de plus en plus importante de ces aéronefs télépilotés, en quantité d'abord, et puis dans le monde entier. C'est une caractéristique, je crois, que tout le monde a pu noter. Alors, je vais vous donner juste un chiffre. Aux États-Unis, ils ont décidé, je crois, il y a moins d'1 an, d'enregistrer les drones. Alors, pas tous les drones, je pense que c'est au-dessus de 1 kilo, quelque chose comme ça. Aujourd'hui, ils ont enregistré 550 000 machines volantes. Et ils ne sont pas sûrs d'avoir tout enregistré. Et le plus impressionnant là-dedans, c'est que ce chiffre augmente d'environ 2000 par jour. Donc on est dans des chiffres qui sont bien au-delà du nombre d'avions traditionnels, bien sûr, et qui vous laissent imaginer ce que peut être le futur de ces machines volantes. C'est donc un défi. Cette quantité est un défi. La deuxième chose qui est un défi, c'est que ces technologies suivent l'évolution des technologies informatiques et numériques. Vous savez qu'on peut piloter un drone aujourd'hui avec ça, un petit drone, mais avec ça. Et demain, ce smartphone va évoluer très rapidement et on est à peu près sûr que les aéronefs télépilotés vont évoluer dans le même sens. C'est un défi aussi de savoir vers où on va et quelle est l'évolution technologique. Le troisième défi, et qui est nouveau pour notre monde traditionnel de l'aviation civile, c'est que nous avons affaire, dans ce monde émergent des drones, nous avons affaire à beaucoup de nouveaux arrivants qui ne connaissent pas le cadre réglementaire dans lequel nous évoluons. Alors traditionnellement, on forme les acteurs avant de les mettre dans le monde aéronautique. On forme des pilotes, on forme des contrôleurs, on forme des ingénieurs, et après ils vont travailler dans le monde. Aujourd'hui, vous pouvez voler d'ores et déjà sans aucune qualification, évidemment avec des petits engins et souvent à basse altitude, mais ça pose un défi à la communauté aéronautique civile. Des défis donc, mais aussi des opportunités. Vous savez très bien que l'émergence de cette activité draine toute l'activité économique. Et j'en veux pour preuve ce schéma qui est intéressant, qui est le marché des drones. Alors on ne le voit pas bien, mais c'est le marché des drones en 2016. C'est un dessin qui veut représenter l'ensemble des sociétés, ou presque toutes les sociétés, qui contribuent aujourd'hui à l'activité des drones. Alors vous avez là
effectivement des constructeurs, on pense de suite aux constructeurs, mais il y a aussi beaucoup d'entités que sont les services, mais aussi des médias, et puis toutes les entités gouvernementales, recherche, développement, etc., et bien sûr tous les fabricants de composants. Donc, c'est une photo en 2016, on est à peu près sûr qu'en 2017, l'ensemble des opérateurs ou des sociétés ne tiendront pas dans une seule carte. Que sont les aéronefs sans pilote? Ça, c'est une bonne question. Alors, premièrement, il n'y a pas de pilote à bord, donc vous comprenez bien que les ingénieurs fourmillent d'idées et d'innovations pour inventer des engins volants répondant à différents besoins dans tous les domaines de l'activité aérienne. Alors, quelques images, juste pour fixer les idées. Vous avez bien sûr les drones ou les Airpass traditionnels, c'est-à-dire dans la partie gauche en haut, vous avez un avion en fait, mais qui n'a pas de pilote. Vous avez en bas à droite une machine qui est encore un avion, mais avec un but un peu différent. C'est une machine solaire qui est destinée à voler à très haut niveau pour servir de relais de communication. Là, on a besoin de machines différentes qui restent pratiquement statiques entre le 600, le niveau 600 et le niveau 900, et qui est donc désigné pour un but différent. Et puis vous avez toutes les petites machines, celles en haut à droite que vous connaissez, que vous pouvez acheter à votre fils ou à votre fille à Noël, et il ou elle pourra voler de suite, en suivant les conseils de l'OACI bien sûr. Et vous avez en bas à droite ce qu'on appelle un ornithoptère. C'est un drone, c'est un aéronef sans pilote. Ne retenez pas le nom, hein. Vous pouvez retenir Airpass, vous devez retenir Airpass, mais ne retenez pas ornithoptère. Mais c'est aussi un aéronef et donc nous sommes obligés de le prendre en compte. Vous comprenez bien qu'avec tous ces designs, tous ces différentes machines qui émergent, vous comprenez bien qu'on fait face à beaucoup d'activités différentes. On peut faire face à d'activités différentes. Quelques exemples. L'agriculture, la recherche, la surveillance des incendies en haut à droite, mais aussi l'inspection des avions, ce qui est assez marrant de voir un drone surveiller un avion, et puis tous les besoins ludiques, je dirais, qui permettent à tous les amateurs de faire des photos depuis un peu plus haut que la Terre. Toutes ces activités vont poser des problèmes ou vont poser des défis aux régulateurs dans l'avenir. Je mentionnerai aussi les réseaux de délivrance automatique. Alors ça, c'est encore un défi supérieur, parce qu'autant notre règlement, notre corpus réglementaire, il peut faire face à des avions, à des pilotes, plus tard à des unmanned aircraft, à des aéronefs sans pilote, et puis des télépilotes, autant un réseau automatique, un réseau de drones automatiques à basse altitude, souvent dans les villes, ça c'est un vrai défi pour l'intégration de ces machines dans l'espace. Alors notre responsabilité, elle est bien sûr d'incorporer ces objets volants dans le ciel. Comme je l'ai dit, par rapport à la Convention, les annexes sont des aéronefs. Et nous devons donc de les intégrer. Alors il y a plusieurs manières de les intégrer. La première chose qu'ont fait les États, c'est de les séparer, de faire de la ségrégation. C'est le plus simple, c'est sûrement ce dont on a besoin au début, pour observer, pour comprendre, etc. Mais très vite, les opérateurs veulent voler plus haut, plus vite, ils veulent aller plus loin, ils veulent rentrer dans les espaces contrôlés. Et donc on parle dans un deuxième step d'accommodation ou d'arrangement avec l'activité traditionnelle. Par exemple, c'est le dessin d'en bas, on définit une zone où on ne peut pas voler, et puis dans le reste de l'espace, les drones sont autorisés à voler. Le but ultime, évidemment, c'est l'intégration. Mais intégrer une petite machine qui n'est pas certifiée, qui n'a pas de label, qui n'est pas reconnue par le monde traditionnel, c'est un défi.
C'est pour ça qu'aujourd'hui, on va le voir plus loin, on essaie d'intégrer une certaine catégorie d'aéronefs non pilotés. L'OACI travaille sur ça depuis 8 ans, 8 ou 9. Je n'étais pas là. Nous avons actuellement deux flux de travail, deux voies de travail. La première, c'est la voie que je qualifierais AirPass. C'est une intégration, comme je l'ai dit, mais d'aéronefs sans pilote un peu particuliers, qui sont dénommés AirPass d'ailleurs, qui sont ceux qui seront certifiés, c'est-à-dire ceux qui seront acceptés et compris par le monde traditionnel et donc qui pourront voler. C'est ça l'esprit. Donc c'est une approche réglementaire complète qui est en train de se mettre en place avec un panel, un comité d'experts qui est en train de travailler là-dessus. C'est plus une approche sur le moyen long terme. Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas, parce qu'il n'y a pas de règlement, mais il n'y a pas beaucoup de demandes d'aéronefs sans pilote qui veulent faire de l'international et de voler en IFR. C'est pourquoi l'OACI veut répondre aux besoins du jour, aux besoins réels, actuels, disons. C'est les petits drones, je vais les qualifier comme ça, mais ce n'est pas péjoratif, c'est-à-dire les machines qui volent à basse altitude et qui ont des besoins opérationnels particuliers, souvent divers, comme on l'a vu. Donc pour ça, aujourd'hui, l'OACI essaie d'être présent en délivrant du matériel et des conseils, guidance in English, des conseils pour essayer d'aider les régulateurs à faire leur propre réglementation. On a fait figurer sur le schéma les réseaux de drones pour les livraisons et les services, parce que ça pose un défi bien plus grand qu'on examinera plus tard. Juste 2 mots sur la manière de réglementer cette activité. Il y a quelque chose là de nouveau. Premièrement, comme c'est marqué sur la diapositive, tout le monde a bien vu l'intérêt économique de ce nouveau champ d'activité. Et personne n'a envie de faire décrocher la croissance. Personne n'a envie de la restreindre. Au contraire, l'idée, c'est d'incorporer ces machines tout en leur laissant la possibilité d'évoluer. Donc là, il y a un vrai défi de flexibilité dans la réglementation, un vrai défi d'adaptation et d'avoir une réglementation donc proportionnée à l'activité. L'autre point, c'est que l'ensemble des acteurs que je vous ai montrés sur la diapositive des sociétés sont des petits acteurs, des start-up, et ils n'ont pas envie d'attendre des années pour avoir une réglementation. Ils veulent voler ici, maintenant. Et donc, le régulateur est soumis à une certaine pression pour donner des solutions, pour autoriser, pour que ces vols se fassent d'une manière, se fassent en sécurité, d'une manière sûre, mais assez rapidement. C'est pour ça que sûrement dans l'avenir, il y aura besoin d'utiliser les réflexions qui seront utilisées de part et d'autre, notamment par l'industrie, qui seront faites de part et d'autre, notamment par l'industrie, pour bâtir cette réglementation. Le troisième volet, qui est important de souligner, c'est que devant la variété de ces machines et la diversité des utilisations, il est bien clair qu'une démarche traditionnelle, très prescriptive, avec une règle unique pour tous, n'est vraiment pas adaptée. Et nous considérons ici qu'elle n'est plus valable, bien sûr. C'est pourquoi nous proposons et nous utilisons dans le travail qui est fait dans les 2 voies que j'ai citées tout à l'heure et sur lesquelles je vais revenir, nous proposons d'adopter une démarche non pas centrée sur l'avion lui-même ou sur le pilote comme traditionnellement, mais sur l'activité qui est réalisée. On réglemente en fonction de l'activité. Et bien sûr, pour ça, il faut évaluer les risques. Donc c'est une façon nouvelle d'aborder la réglementation et peut-être même un nouvel esprit pour certains pour adapter un petit peu et accommoder cette nouvelle activité. Je reviens sur les flux de travail de l'OACI. Le flux de travail AirPass, la réglementation, enfin le flux réglementaire complet. Notre objectif, comme je l'ai dit, c'est que ces machines qui feront de l'international,
qui voleront en IFR soient complètement intégrés, qu'ils agissent comme des avions pilotés et qu'ils soient prévisibles et coopératifs, ce qui est le minimum quand on veut être intégré. Alors pour cela, nous avons un groupe d'experts, un comité d'experts qui est assez important. Il y a de l'ordre de 120 experts aujourd'hui qui travaillent là-dessus, qui essaient de développer le cadre réglementaire, c'est-à-dire des amendements aux annexes de la Convention de Chicago. Et le premier amendement qui va être délivré, c'est pour les pilotes. En janvier, excusez-moi. En janvier, nous allons avoir la première proposition de ce comité d'experts pour changer les annexes. Et vous aurez donc dans cette annexe une intégration d'un chapitre télépilote en français. Ce qui est important de noter, c'est que 18 des annexes, quand on veut intégrer les drones dans le monde de l'aviation civile traditionnelle, 18 annexes sur 19 vont être modifiées. C'est énorme. Ça prouve d'une part le travail qu'il y a à faire, mais ça prouve aussi que cette intégration va changer un petit peu notre façon de voir et notre vision de l'aviation civile. Et ce n'est pas un seul panel qui peut faire ça. Donc notre panel que le programme Airpass essaie d'animer est un panel qui produit des amendements au SARPS, mais c'est aussi un panel de coordination avec tous les autres panels de l'ANB que vous avez listés en bas, qui sont des panels ou des comités spécialisés. Nous travaillons aussi en dehors du strict périmètre de l'ANB. Nous travaillons sur les problèmes juridiques. Et je ne sais pas si vous avez suivi l'Assemblée, mais il y a eu un débat au comité légal sur les drones. Et il y a encore des questions qui se posent sur l'intégration des aéronefs non pilotés. Évidemment, l'environnement, parce que l'environnement est un paramètre majeur maintenant de l'activité aéronautique. Mais aussi la sûreté. Vous comprenez bien que pour qu'un aéronef télépiloté soit bien intégré dans la circulation aérienne, il faut que ce fameux lien entre la station au sol et l'avion en l'air, ou la machine en l'air, soit sûr et qu'il y ait tout un dispositif de sûreté. C'est un vrai défi aussi en soi, un défi technologique, un défi réglementaire, et nous travaillons là-dessus avec l'AFSEC Panel et ses experts qui travaillent, eux, sur la sûreté en général. Voilà pour la voie, je dirais, réglementaire, la voie d'amendement au SARPS, la voie internationale, IFR, etc. Mais comme je vous l'ai dit, nous essayons aussi d'apporter de l'aide et de l'information à tous les États par la voie d'une boîte à outils qui est en cours de création, qui regroupera des directives générales qui sont déjà dans les règlements nationaux. Qu'est-ce que tel pays ou tel pays a fait? Ça peut servir d'exemple, bien entendu. Les pays sont très avancés. Les bonnes pratiques, échanger les bonnes pratiques. Nous servons en ce sens de facilitateur pour échanger ces bonnes pratiques, mais aussi nous souhaitons injecter des cas pratiques, parce que c'est souvent, comme il y a effectivement des milliers de cas possibles, d'opérations possibles, il est intéressant d'avoir des cas pratiques pour réglementer, pour aider à réglementer plus vite. Le troisième volet de notre activité au Airpass Programme, c'est ce que j'appellerais au sens large la sensibilisation ou l'éducation. Vous êtes conscient, je l'ai dit au début, que dans ce monde des aéronefs télépilotés, nous avons beaucoup de nouveaux arrivants qui ne connaissent pas forcément le cadre réglementaire et l'environnement aéronautique. Et nous pensons qu'il est de notre devoir et de notre obligation d'apporter de l'information, tous azimuts, à ces nouveaux acteurs. Alors, plusieurs actions en parallèle, une campagne de sensibilisation qui est plutôt dédiée aux usagers basiques. On veut apporter le need to know. Qu'est-ce qu'il faut savoir quand on met en vol un drone à Noël?
Pour ça, nous allons utiliser des grandes compagnies qui elles-mêmes ont des projets sur les aéronefs télépilotés, donc qui comprennent les enjeux, apporter de l'information à l'usager de base. C'est une campagne de sensibilisation. Mais bien entendu, l'éducation, ce n'est pas seulement l'usager de base, c'est aussi le fabricant, c'est aussi le régulateur, c'est aussi les prestataires de services, etc., etc. Et l'information doit être différente suivant chaque société ou chaque intervenant. C'est pour ça qu'une deuxième voie d'information, c'est de mettre en place des symposiums. Nous en avons déjà tenu un en mai à Stockholm, et nous allons continuer cette démarche au moins 2 fois par an, de mettre en place des symposiums sur le thème des AirPass, où la thématique sera de plus en plus affinée. La pierre angulaire ou la clé de voûte de notre démarche d'éducation, ce sont les workshops, les ateliers en français. Alors, vous savez qu'aujourd'hui, nous avons déjà un manuel qui sert de guide et qui est vraiment l'info basique sur les AirPass. Et ce manuel, nous voulons le partager. C'est pourquoi ces workshops, le principal but de ces workshops, c'est de partager ce manuel, de l'expliciter, d'expliciter le monde des drones, comme je suis un peu en train de le faire. Et ça se déroule surtout le premier jour. Mais dès le deuxième jour, on veut passer dans la pratique. Donc on détaille ensemble des cas particuliers, des scénarios qu'on a mis en place, mais qui sont des scénarios réels, qui posent quelques défis à la personne chargée de réglementer ou d'autoriser. Et le troisième jour, les participants peuvent même apporter leur cas particulier, qui est souvent compliqué, et on essaie de le résoudre en commun. Pourquoi pas? Ces workshops sont vraiment notre pierre angulaire pour diffuser cette information. Ils sont aussi utiles pour avoir le retour des États. Qu'utilise-t-on dans ces workshops? Le manuel que je vous ai montré, bien sûr, quelques outils que nous avons développés en interne pour faire le lien entre le manuel et les annexes, etc., pour bien comprendre le contexte réglementaire. Et nous avons aussi un site où vous pouvez trouver de l'information d'ores et déjà sur les réglementations mises en place dans différents pays avancés et comparer un peu les pratiques. Alors ce site existe aujourd'hui, mais il va être remplacé par la boîte à outils dont j'ai parlé tout à l'heure. Cette boîte à outils qui va être mise en place en novembre. Ça sera un peu le même esprit, mais un peu plus étoffé, un peu plus complet, un peu plus utile sûrement. Donc, boîte à outils en novembre. Les ateliers, un à Stockholm, un à Lima, et nous espérons faire toutes les régions OACI, et sûrement plus, parce que Miguel qui s'occupe de ça commence à avoir beaucoup de demandes. Nous aurons sûrement beaucoup plus qu'un atelier par région, OACI, s'entend. Et nous espérons avoir déjà au moins fini les régions à la fin de 2017, ce qui est un vrai défi selon moi. Un petit résumé de ce que des grands points je vous ai évoqués. L'industrie des aéronefs télépilotés évolue très rapidement et elle va évoluer encore rapidement. Elle est complexe. Elle est complexe dans le type de machine, elle est complexe dans le type d'opération, et elle pose un vrai défi pour le régulateur. Et elle veut aller très vite aussi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous proposons quelque chose qui n'est pas vraiment nouveau, parce que ça a été mis en place pour le PBN notamment, mais cette démarche qui est plus centrée sur les risques et sur l'opération que sur une règle basique prescriptive. L'OACI travaille déjà là-dessus, sur l'intégration des drones dans le milieu international, qui est le volet le plus complexe, parce que c'est celui qui va changer 18 annexes sur 19. C'est le volet le plus complexe, mais c'est peut-être aussi le plus évident à comprendre, parce qu'il s'agit d'intégrer
les aéronefs télépilotés dans le monde actuel. Donc c'est peut-être plus facile à concevoir. La boîte à outils pour les autres aéronefs sans pilote. Et là, c'est toute catégorie. Et puis, notre troisième pilier d'action, c'est l'éducation et la sensibilisation. J'en ai terminé, sauf à vous dire que, compte tenu de l'évolution très rapide de ce domaine, nous avons besoin de votre retour. C'est très important pour savoir où en sont les États. Vous savez qu'un sondage a été envoyé par le bureau juridique auprès des États pour connaître un peu les difficultés, l'état d'avancement de la réglementation. Nous espérons aussi avoir votre retour au travers des workshops, des ateliers pour ceux qui y participeront. Mais ce retour est important parce que ce système, vous l'avez compris, est très évolutif. Et c'est difficile de réglementer quelque chose qui est en permanence en train d'évoluer. C'est un défi. Je vous remercie. Vous n'avez pas mon email, mais je vous donnerai ma carte. Mes collègues sont là aussi pour répondre à vos questions si besoin. Sinon, nous sommes au 6e étage et vous êtes les bienvenus pour toute question ou toute information, comme je viens de le dire. Merci beaucoup.